Si ça va mal dans ma vie perso, ça ira mal dans ma vie pro. C'est difficile de dissocier, de couper, de se dire à 18h30 quand tu rentres chez toi, bah y a plus de boulot et t'es chez toi. Je commençais à rêver, mes rêves étaient structurés comme une vidéo. Aujourd'hui, je t'amène dans une journée avec moi en tant que cofondatrice d'agence de création de contenu. En Manon Rock, j'ai 24 ans et j'ai cofondé l'agence UGC Cosmi avec mon associé Martin Vic. Soit ça fonctionne, soit on devait laisser tomber et trouver un autre CDI derrière. T'as mis all-in comme on dit au poker. L'ambition, que ce soit dans le pro ou dans le perso, c'est hyper important. Tu pourrais nous dire un peu ton CA cible? 1 million. Que ce soit dans le business ou dans le sport, faut éviter à tout prix de se comparer. Je me disais mais c'est impossible, il y a que des athlètes de haut niveau qui peuvent courir un marathon, alors que pas du tout. Avec l'UGC, on va chercher l'authenticité et la performance. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui aimeraient se lancer dans la création UGC? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast H24 où j'invite les entrepreneurs et créateurs de contenu à nous partager les coulisses de leur business. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Manon Rock, qui est une créatrice de contenu et CEO d'une agence de marketing. Et je vais tout de suite lui passer la parole. Salut Manon. Hello, comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, super, merci de l'invitation. De rien, merci d'avoir accepté de venir ici. Avec grand plaisir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous dire, te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais, ton parcours? Alors Manon Rock, comme tu l'as dit, j'ai 24 ans et j'ai cofondé l'agence UGC Cosmi avec mon associé Martin Vix en juin 2023, donc il y a un petit peu moins d'un an aujourd'hui. Et avant ça, donc, j'étais en agence / plateforme de marketing d'influence. Donc c'est là où j'ai effectué mon stage, mon alternance et un tout petit bout de chemin de CDI. Puis avant ça, j'étais à l'école, tout simplement. J'ai commencé à créer aussi un petit peu de contenu sur LinkedIn en parallèle. D'accord. Et comment est née l'idée de créer cette agence? Alors on travaille déjà dans le secteur social media, dans le secteur influence. Donc on a vu une émergence en fait de l'UGC arriver vers janvier 2023 en France. On a commencé à s'y intéresser. On a vu qu'il y avait un bon potentiel. On a étudié un petit peu le marché et voir si ça prenait bien en fait auprès des marques. Et on a tout de suite repéré un besoin des marques d'être accompagnées de par les scripts, l'expertise qu'on pouvait apporter. Donc on s'est vraiment focus là-dessus. Petit à petit, on a commencé à se dire qu'il fallait qu'on monte une agence avec Martin. Et t'as pas eu peur de te lancer direct quasiment après les études, quoi? Alors complètement. Complètement, j'avais super peur parce que moi j'avais fait pratiquement toute ma scolarité en alternance dans la même entreprise, donc du coup j'étais un petit peu dans ma zone de confort, je travaillais avec les mêmes personnes, j'avais évolué dans cette entreprise, on était passé de 3 à peu près 20, donc du coup j'avais vraiment vu l'évolution, je me sentais bien, mais je me suis dit qu'aussi on pouvait sortir de la zone de confort qu'on s'attribuait et ça pouvait aussi apporter de belles choses. Donc effectivement j'étais en CDI je crois depuis 6-7 mois, donc un CDI plutôt confortable en sortie d'études. Et il y avait quand même des risques, mais je me suis dit, bon, au pire, ça prend pas, c'est pas grave, j'aurais perdu 2-3 mois, puis je rechercherai un autre CDI. Au final, ça a bien pris, du coup, on est plutôt contents. Mais oui, il y avait un gros risque dès le début parce que on n'avait pas d'argent de côté. On avait tous les deux un loyer à payer. On n'avait pas d'autres revenus d'argent. Donc, ouais, on était obligés, en fait, soit ça fonctionne, soit on devait laisser tomber et trouver un autre CDI derrière plus tard. Ouais, t'as mis all-in, comme on dit au poker. C'est ça, c'est ça. T'as pas voulu aller vers le salariat, quoi. Tu t'es dit tout de suite, je vais essayer et puis on verra. Je me suis pas vraiment dit ça. En fait, j'étais déjà dans le salariat vu que j'étais en CDI. J'avais d'autres propositions aussi, d'autres CDI dans d'autres boîtes qui étaient hyper intéressantes, mais c'était des gros groupes et je matche moins avec l'esprit gros groupe parce que j'ai besoin que toutes les choses que je fais au quotidien aient un réel impact sur l'entreprise, sur le business, etc. Donc, je me sentais plus proche des startups et des petites agences. Et au final, c'est plus une opportunité parce que de base, moi, je préférais tout ce qui était SaaS, les produits, les softwares, etc. J'avais pas trop cet attribut agence et en tâtant un petit peu le terrain, au final, on a beaucoup aimé avec Martin l'aspect humain, l'aspect recommandation, stratégie, créativité, etc. Donc vraiment, c'est un petit peu au compte-gouttes qu'on s'est lancé et voilà. D'accord. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé d'agence UGC. Yes. Mais je pense qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est UGC à part le cinéma. Et non, ce n'est pas le cinéma. Je n'ai pas encore créé de cinéma, bientôt peut-être. Ouais, peut-être. UGC, ça signifie User Generated Content, donc en français, contenu généré par les utilisateurs. Et en fait, le but, avec ce contenu, c'est d'incarner les consommateurs des marques.
Donc attention, tous les créateurs qu'on utilise ne sont pas forcément consommateurs à la base de la marque, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont le profil type pour justement ressembler à un consommateur. Donc le but, encore une fois, c'est d'incarner, d'humaniser la marque, parce qu'aujourd'hui, les consommateurs comme toi et moi, on en a un petit peu marre d'entendre la communication qui provient directement de la marque. On a besoin que ce soit un père, donc un consommateur, qui nous explique un petit peu pourquoi le produit est bien, à quelles problématiques il répond, dans quelles circonstances on l'utilise, comment on l'intègre dans sa routine. Et en fait, c'est un contenu qui est beaucoup plus humain, qui est beaucoup plus tendance, dynamique, qui est moins produit. Donc c'est un contenu qui va être moins joli en fait qu'un contenu publicitaire que tu vas voir à la télé par exemple, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui nos habitudes de consommation elles ont changé. Quand on va sur les réseaux sociaux, on a l'habitude de voir un contenu qui est fait à la maison à partir d'un téléphone. On n'a pas 12 caméras, tu vois, derrière. Ça fait plus authentique quoi. Exactement. L'UGC, c'est ça. C'est ce qu'on cherche. Avec l'UGC, on va chercher l'authenticité et la performance. En fait, on a un alliage parfait entre les deux parce que c'est un contenu après qu'on va venir mettre sur les réseaux sociaux de la marque. Donc c'est pas les créateurs qui vont le poster sur leur réseau, c'est la marque qui va le poster sur ses réseaux, soit en publicité, donc en ads sur Meta, TikTok, etc., soit en organique. Toujours pareil, sur les réseaux pour incarner et pour générer un flux constant de contenu. Parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, il faut être un petit peu omniprésent. Il faut vraiment publier du contenu constamment, quotidiennement. Et ça, généralement, les marques, elles n'ont pas les ressources en interne de publier autant de contenu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir prendre quelques créateurs UGC qui vont venir en fait incarner et représenter la marque au quotidien sur les réseaux sociaux. Tu parles de créateurs UGC. Pour toi, c'est quoi un bon créateur UGC ? Comment vous les sélectionnez aussi ? Alors, nous, on a monté directement à côté de l'agence un club qui s'appelle le Cosmic Club. Aujourd'hui, il y a plus de 900 membres dans le Cosmic Club. C'est des créateurs UGC qui nous ont rejoints, qui, en gros, ont des skills en création de contenu. Ils savent créer du contenu et ils n'ont pas forcément d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ça, c'est important de le comprendre parce que souvent, on nous dit oui, mais c'est quoi la différence avec les influenceurs, etc. Donc, la différence notable entre un créateur de contenu UGC et un influenceur, déjà, ça va être son audience. Un créateur de contenu UGC n'a pas forcément d'audience. Et c'est pas ce qu'on va venir toucher non plus, parce que la publication, encore une fois, va être sur le compte de la marque et non sur le compte du créateur. Donc l'audience, c'est ce qui va distinguer principalement un influenceur et un créateur UGC. Mais par contre, ce qui va les rassembler, ça va être un petit peu l'art de savoir créer du contenu, la créativité, savoir justement quel plan faire, etc. Donc en gros, nous, dans le Cosmic Club, les principaux critères pour nous rejoindre, c'est de savoir tourner du contenu, d'avoir un portfolio et d'avoir une auto-entreprise, donc un numéro de SIRET. Donc ça, c'est les principaux critères. Après, qu'est-ce qui fait un bon créateur UGC ? Ça va être son authenticité. Son authenticité parce que en fait on va encore une fois chercher la singularité de chaque personne. Donc il faut que par exemple dans la maman écolo on retrouve vraiment la maman écolo pour les marques qui le sont. Il faut que pour le jeune entrepreneur sportif on retrouve le jeune entrepreneur sportif. Donc encore une fois on va chercher la singularité de chacun et on a aussi quelques critères qui sont essentiels mais au business en général. Ça va être la réactivité, la ponctualité, ça va être aussi la bonne communication. Nous en gros ce qu'il faut savoir c'est que lorsqu'on va collaborer avec un créateur UGC, il aura juste le tournage à faire. Nous, on s'occupe de tout le reste. Donc, on va s'occuper du script, on va s'occuper de l'aider au niveau du tournage, à lui envoyer des exemples de plans, etc. Et on va s'occuper aussi du montage. Donc, lui, il n'aura que le tournage à faire. Par contre, s'il ne passe pas par une agence, il faudra qu'il ait aussi des compétences en montage. Parce que s'il passe en direct avec une marque, généralement, la marque, dans la plupart des cas, va lui demander de monter le contenu également. Ouais, elles veulent que le contenu soit livré fait, prêt à être publié. Exactement. Et ce qui est intéressant dans l'UGC aussi, c'est que quand tu vas faire appel à une boîte de prod, en général, il faut plusieurs mois, plusieurs semaines, voire mois, avant d'avoir ton contenu. Là, le contenu UGC, il est livré clé en main entre 7 à 14 jours maximum. Donc, tu vas avoir une accessibilité en termes de coût, parce que ça coûte moins cher, et une accessibilité aussi en termes de temps, parce que c'est beaucoup plus rapide. D'accord. Et en termes de tarifs, du coup, vous êtes à peu près à combien pour un pack de 10 vidéos, parce que je pense que vous ne faites pas à l'unité. Non, on ne fait pas à l'unité, on fait que des packs. C'est beaucoup plus intéressant pour les marques, parce qu'une vidéo, ça ne sert pas à grand-chose dans une stratégie social media, que ce soit en publicité ou en organique. Après, ça va dépendre. En gros, sur le pack organique, le tarif est assez similaire. Ça peut aller entre 350 € la vidéo jusqu'à 600-700 € s'il n'y a pas de droit de sponsorisation. Et après, si tu es sur du paid,
Donc sur TikTok, Meta, etc., il y a des critères qui vont faire varier le prix. Par exemple, la durée de session de droit. La session de droit, c'est combien de temps tu vas avoir le droit d'utiliser l'image du créateur à des fins publicitaires. Donc si tu prends 6 mois, 1 an, 2 ans, ça va pas être le même tarif. Nous, en général, on met 6 mois de session de droit sur tous nos contenus et après, c'est extensible. Donc tu peux payer un supplément si tu veux une extension de session de droit. Après, le tarif diffère aussi en fonction du nombre de réseaux sociaux où tu vas publier le contenu. Si tu le publies que sur Instagram, ça va te coûter moins cher que si tu exploites la vidéo sur Insta, sur TikTok et sur YouTube, par exemple. Donc pareil, pour te donner une fourchette de prix, ça va aller entre 500 et 1000 euros pour la vidéo parce qu'on va avoir des concepts qui sont plus travaillés, comme par exemple les micro-trottoirs qui demandent plus d'une après-midi, voire parfois même une journée de tournage en extérieur. Nous, derrière, il y a une équipe de production qui va venir aider le créateur pour tourner, pour aborder les personnes dans la rue, pour faire signer les sessions de droit, parce que c'est tout un cadre derrière. En fait, il n'y a pas juste la vidéo, il y a toute la contractualisation, parce que chaque vidéo, il faut le savoir, doit être contractualisée avec le créateur. Il y a toute la phase de casting, de recommandation, d'idéation, de rédaction de script, de montage. En fait, tout est vraiment inclus dans le tarif. C'est pour ça que derrière, il y a aussi une expertise. Il n'y a pas juste une vidéo. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte que derrière une vidéo qui peut être publiée sous le format de 1 minute, il y a beaucoup de travail derrière et du coup, ça se répercute sur le prix forcément. Complètement. Et en fait, c'est beaucoup plus dur, ça on l'a remarqué avec le temps, c'est beaucoup plus dur de faire une vidéo courte qu'une vidéo longue. Parce que sur la vidéo longue, tu peux un petit peu t'étaler et tu peux un petit peu raconter tout ce que tu souhaites. Alors que sur la vidéo courte, le but, c'est d'avoir une intention première et comment tu vas réussir à adresser le message de la marque dans la vidéo, à travers la vidéo, en 30 secondes. Parce qu'en général, les vidéos UGC, en publicité, on va de 20 secondes à 45 secondes maximum. D'accord, ouais. Donc c'est très très court, ouais. C'est très très court. Et dans ton agence, vous êtes combien au total maintenant ? Alors, on travaille avec des personnes qui sont en interne dans la société. Donc là, on est 4. Et on travaille aussi avec un réseau de freelance pour tout ce qui est montage vidéo. Donc ça dépend de la saisonnalité, mais on va dire 6 à 8. 6 à 8 au total, c'est ça ? Ouais, 6 à 8 D'accord. au total, ouais. C'est En déjà moins une d'un bonne an. petite équipe, hein ? Ouais, c'est sympa. Ouais, sympa. c'est bien. On veut pas grossir trop vite en termes d'équipe, parce qu'en fait, on essaye aussi d'optimiser nos process. Donc, ce qui nous prenait 4 jours hier, aujourd'hui, nous prend par exemple une journée. Donc, le but, c'est comment, avec un minimum d'équipe, on peut faire un travail dans un minimum de temps, mais avec un maximum de qualité. Ça, c'est un petit peu notre but premier avant de faire grossir l'équipe, évidemment. Ouais, et du coup, vous êtes accompagné par rapport à ça ou pas pour optimiser les process, Non. trouver des nouveaux clients, enfin je sais pas, vous faites tout vous-même ? On fait tout nous-mêmes. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas lancé de prospection avec Martin. Là, on va le commencer en mai. On n'a jamais fait de prospection, on n'a jamais fait de marketing. On a toujours été que tous les deux sur tous les process, etc. Là, pourquoi on s'est mis dans la prospection ? Parce que, en fait, on a un flux qui fonctionne plutôt bien. Chacun a trouvé un petit peu ses repères. Nous, on commence à déléguer aussi la partie opérationnelle aux personnes qui travaillent avec nous. Donc, ça nous dégage un petit peu plus de temps pour la partie, justement, prospection commerciale qu'on n'avait pas le temps, enfin, en tout cas, qu'on n'avait pas priorisé avant parce qu'on avait beaucoup de recommandations, beaucoup de bouche à oreille et surtout, on a beaucoup de rétention. Donc, c'est-à-dire que des personnes qui nous prennent des vidéos, elles ne nous prennent pas des vidéos seulement en janvier, elles vont en prendre en mars, en février. J'ai inversé, en février-mars. Ouais. Puis voilà, donc c'était assez intéressant. Maintenant, le but, c'est de faire grossir aussi le portefeuille client. Aujourd'hui, on a une bonne satisfaction client, on a une bonne base de données, on génère un bon chiffre d'affaires aussi. Donc, le but maintenant, c'est de le faire grossir et tout en gardant cette qualité justement de contenu qu'on arrive à avoir. D'accord, et en un an, du coup, vu que l'agence est assez récente, j'imagine que vous avez peut-être eu des défis. C'était quoi les principaux défis depuis le début ? En fait, au tout début, on avait lancé notre agence avec une société comme un start-up studio, on va dire. Au final, on a souhaité se dissocier un petit peu plus tard. Donc, ça a été plutôt des galères au niveau juridique, au niveau structure. C'était charge mentale aussi, beaucoup. Comment on arrive à se dissocier sans forcément casser trop les liens aussi qu'il y avait avec eux, parce que de base, c'était aussi des amis. Il y a eu ça pendant pas mal de mois, surtout le mois d'octobre. Vous êtes embrouillé un peu ? Pas forcément embrouillé, mais forcément, tu sais, quand tu vas lier le business avec l'amitié ou en tout cas des relations humaines, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc justement, le but, c'était de ne pas trop entacher ça et de se quitter, on va dire, correctement. Donc ça, c'était le gros enjeu d'octobre qui nous a bien pris la tête. Mais pris la tête d'un point de vue charge mentale et d'un point de vue travail, parce que quand ton cerveau il est en train de s'occuper de quelque chose, il s'occupe pas du reste. Donc il y a eu ça. Après, il y a eu aussi, d'un coup, on a signé beaucoup de clients.
Donc, du coup, la charge opérationnelle, pareil, il fallait que ça suive derrière. On était en plein onboarding parce qu'on avait recruté une deuxième personne en interne. Donc, du coup, il fallait gérer l'onboarding plus livrer les vidéos clients. Mais ça, pareil, c'était juste un petit laps de temps qu'il fallait, enfin, un petit temps d'adaptation, on va dire. Après, il y a eu pas mal d'autres défis. On en rencontre tous les jours. Hein. On a appris, par exemple, en décembre, qu'il fallait payer des acomptes de TVA. Nous, on savait pas du tout. Du coup, bon, heureusement, on avait pas mal de cash de côté. Donc, on a pu payer les acomptes TVA, mais il y a plein de choses vu que c'est notre première boîte qu'on savait pas, mais surtout d'un point de vue administratif, juridique. Pareil, on a dû refaire tous nos contrats pour bien encadrer les relations entre les marques et les créateurs, parce que nous, notre but, c'est vraiment d'aider les deux parties, que ce soit les marques et les créateurs. Donc ouais, plein de petits détails administratifs, mais après, sur le reste, pour l'instant, ça va plutôt bien. Et du coup, vous faites, par exemple, pour les contrats, vous avez fait appel à un avocat ou pas du tout? Ouais, on a fait appel à un avocat. Donc de base, on avait des contrats qui avaient été rédigés par un avocat, mais au final, ces contrats-là ne correspondaient pas à ce qu'on voulait faire. Du coup, on a fait appel à un autre avocat. C'est le cabinet Influxio qui est justement spécialisé dans tout ce qui est création de contenu, social media, influence, etc. Le premier avocat, il connaissait pas trop, j'imagine. Non, il connaissait moins, C'était plus compliqué de lui expliquer un petit peu ce qu'on voulait et quels étaient les enjeux, surtout d'encadrer ses collaborations. Et pour attirer tous les clients, vous faites comment? Vous avez, je sais que toi, tu fais de la création de contenu sur LinkedIn. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres façons? Est-ce que, par exemple, ton associé fait aussi de la création de contenu? Est-ce que vous publiez sur d'autres réseaux? Alors Martin, c'est vraiment le mec de l'ombre. Tu le verras jamais. C'est trop dur de prendre juste une photo avec lui. Il déteste. Il n'est pas du tout caméra. Il n'est pas du tout réseau. Posté sur LinkedIn. Une fois, je l'ai forcé, il avait pas l'air de trop kiffer. Donc après, on a arrêté et on s'est dit qu'en fait, c'était plutôt pas mal. Chacun son poste. Moi, je m'occupe plutôt de la partie marketing, visibilité, et lui s'occupe plus de la partie structuration, administrative, comptabilité, management aussi, parce que il est plus fort là-dedans, tout simplement. Et moi, je prends aussi toute la partie créa des campagnes. Donc, c'est moi qui fais les kick-off clients, qui m'occupe de livrer les vidéos, de review les scripts, etc. Et lui, du coup, il est plus sur la partie un petit peu vente. Donc c'est comme ça qu'on s'est dissociés, mais jusqu'à maintenant, comme je te le disais, on n'a jamais fait de prospection, jamais fait de marketing. On avait 2-3 relations, j'ai dû faire un post LinkedIn qui a ramené quelques personnes, mais après on l'a pas travaillé. D'ailleurs, depuis que j'ai monté ma boîte, je suis beaucoup moins active aussi sur LinkedIn parce que tu sais, c'est une question de priorité aussi. C'était un petit peu moins prio. Là, j'essaye de revenir parce que c'est toujours intéressant d'avoir un réseau, de pouvoir l'exploiter aussi. Et puis même moi, de base, c'est ce que j'aimais faire quand j'ai commencé à communiquer sur LinkedIn. Ça n'existait pas encore, justement, les créateurs vraiment LinkedIn. Enfin, il y avait Caroline Mignot qui se démarquait, qui se démarque toujours d'ailleurs. Moi, c'était quand j'étais en stage dans ma première boîte, donc c'était en 2020. En gros, ça fait un petit bout de temps. C'était en 2020 parce que je faisais des podcasts, des webinaires, des e-books, etc. Et je me suis dit, comment toucher ma cible? Où est ma cible, en fait, tout simplement? Elle est sur LinkedIn. Donc, j'ai essayé de faire des posts. Au début, il y avait vraiment personne qui likait, qui commentait. Je devais avoir 20 vues et 3 personnes qui likaient. C'était les 3 mecs de ma boîte. Mais au final, petit à petit, j'ai continué. En fait, j'aimais bien partager des astuces, partager des conseils. Et je pense que c'est ce qui marche aussi sur LinkedIn, c'est le give first. Donc, donne ton expertise, offre tes conseils. Et après, derrière, tu seras reconnu pour ton expertise. J'ai continué à poster, puis je gagnais un petit peu des abonnés, 10 000, 20 000, 30 000. Et puis après, voilà, ça s'est fait comme ça. Là, j'essaye de continuer de poster, mais je suis plus très régulière sur le sujet. D'accord. Et là, au total, tu as combien d'abonnés, du coup, sur LinkedIn? Je sais pas. Je sais pas du tout. On a dépassé les 30 000 il y a quelques mois, donc je dirais 35 approximativement. D'accord, tu regardes plus trop maintenant. Non, j'avoue, non. Au début, moi aussi, je fais de la création de contenu sur LinkedIn, et au début, tu regardes, c'est l'excitation, tu regardes tes stats et tout, et après, au bout d'un moment, tu te dis, tu t'habitues au final à avoir un certain nombre de vues, un certain nombre d'interactions, et après, il y a plus autant d'excitation après quand tu fais des posts. Moi, je trouve que c'est quand même important, comme tu dis, de faire de la création de contenu régulière pour toujours être dans la tête des gens, que quand ils pensent à toi, création UGC, moi pour Excel, dès qu'ils pensent à ça, ils se disent ah oui, il y a cette personne-là. Quand j'ai commencé à partager sur les réseaux, pour moi, tu vois, je te voyais souvent dans le feed et je disais elle a l'air sympa et tout, tu vois. Les astuces qu'elle partage, c'était bien. Et du coup, après moi, j'ai pas eu besoin de création UGC, mais tu vois, au moins tu restes dans la tête des gens, et en plus, les gens sur LinkedIn, ils sont là pour le business, tu vois. Complètement. Donc, quand ils viennent, ils te voient souvent, ils disent je vais faire appel à elle. Moi, j'ai fait pas mal appel à des gens qui étaient trouvés sur qui LinkedIn, faisaient de la création de contenu sur LinkedIn et qui avaient leur boîte, et du coup, je me dis lui, il a l'air sympa, j'adhère à ses valeurs, tu vois, ça a l'air cool ce qu'il fait.
Et du coup, on s'appelle et puis après, souvent, je contractualise avec eux, quoi. Ça m'est arrivé pas mal de fois aussi, des personnes qui m'avaient vu sur LinkedIn, qui n'avaient pas le besoin, tu vois, le jour où ils ont vu mon post et qui plus tard se sont rappelés. Et en plus, moi, dans mes posts, vraiment, il y a un truc que je fais jamais, c'est promouvoir ma boîte. Vraiment, je le fais jamais. Je parle jamais de nos prestations, je parle jamais de Cosmi, ou à part quand on a des paliers, tu vois, il y a pas longtemps, on a pris nos propres bureaux, j'étais contente, j'avais envie de le partager, donc j'ai fait un post sur le fait qu'on avait pris nos propres bureaux. Mais en tout cas, je mets jamais vraiment en avant nos offres parce que pour moi, c'est pas le but de LinkedIn. Pour moi, LinkedIn, c'est un réseau social qui permet de faire des connexions, des relations. Donc oui, tu peux un petit peu parler de ton entreprise, mais le but, c'est de parler de son expertise et de montrer par A plus B, de prouver par A plus B que tu t'y connais dans ce que tu fais et que tu as les compétences nécessaires pour répondre justement aux demandes et aux problématiques des potentiels clients, potentiels prospects. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours donné des conseils, toujours apporté une expertise. Et je pense que c'est ça qui plaît aussi. C'est parce que j'essaye pas de vendre à tout prix mon produit et mon service. Je donne d'abord gratuitement mon expertise. Et il y a plein de gens qui ne travailleront jamais avec moi, mais qui, grâce à moi ou pas d'ailleurs, pourront justement faire des vidéos pour leurs réseaux sociaux, pourront avoir plus de notoriété pour leur marque, etc. Et ça, je trouve que c'est déjà une petite victoire parce que c'est cool de pouvoir influencer justement des personnes dans leur prise de décision. Ouais, c'est ça en fait, quand on partage, moi j'étais parti exactement dans la même optique que toi, c'était de donner de l'information, de partager son expertise et que les gens ils profitent de ce qu'on sait. C'est ça. Gratuitement. Et puis après, s'il y a des personnes qui veulent aller plus loin, avoir un accompagnement, que ce soit en création de vidéos ou pour moi, la formation Excel, après, il faut payer et puis c'est ça, c'est du bonus. Ouais, c'est ça. Tu as à peu près combien de leads par mois? Combien de nouveaux clients? Je sais pas, peut-être que tu as des clients qui sont récurrents, qui viennent tous les mois, qui te commandent des vidéos. Ouais, alors nous, on a beaucoup de rétention. La grande majorité des vidéos et de notre chiffre d'affaires en général, c'est de la rétention client. D'accord. Parce que comme je t'ai dit, on fait pas de prospection. Après, je dirais que par mois, on a 10-15 leads. Mais vu que c'est des leads inbound, c'est pas beaucoup, 10-15 leads, mais vu que c'est des leads inbound et c'est eux qui sont vraiment venus avec un besoin parce qu'ils avaient envie de travailler avec nous, on les signe pratiquement tous. On a un taux de transformation qui est énorme là-dessus. Ce taux de transformation, il va bien évidemment descendre quand on va faire de la prospection parce que quand tu fais de la prospection à froid, quand tu fais de l'outbound, forcément, les personnes sont un petit peu moins intéressées. Il va y avoir des curieux. Alors que quand tu es 100% inbound, c'est les personnes qui ont décidé de faire appel à tes services. Donc, c'est pour ça qu'on signe autant, qu'on close autant de personnes, autant de leads par mois. Mais pour l'instant, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup et c'est pour ça que là, on va enclencher de la prospection en mai pour justement passer à une étape supérieure et augmenter un petit peu tout ça. Et du coup, l'étape supérieure pour toi, c'est quoi? J'imagine c'est un certain nombre de chiffres d'affaires ou peut-être une certaine taille d'équipe? C'est quoi à peu près? Taille d'équipe, non, parce que comme je te l'ai dit, nous, la prio, tu vois, c'est justement optimiser les process et voir combien, en gros, quelle est la charge de travail, combien peuvent accepter, en gros, les chefs de projet, combien ils peuvent en capacité avoir de vidéos ou de clients en gestion. Et une fois qu'on aura trouvé ce chiffre, on pourra estimer, en fait, le nombre de clients ou le nombre d'équipes, en tout cas, qu'on pourra avoir. Là, on a plutôt des objectifs de chiffre d'affaires, donc des objectifs par trimestre. Voilà, après, on a plein de petits objectifs, mais l'objectif principal, ça reste quand même un objectif de chiffre d'affaires. On reste une entreprise à but non lucratif. Lucratif, je rigole. Mais du coup, tu pourrais nous dire un peu le CA cible que tu vises. Alors là, du coup, pour la première année, c'était 500 000 €. Et on aimerait bien, du coup, pour notre premier bilan, parce que nous, on fait le bilan en décembre 2024, avoir fait 1 million. Donc, du coup, là, 500 000 en 1 an et 500 000 en 6 mois. C'est un petit peu le challenge. Le premier bilan en 18 mois et après, tu pars sur 12 mois à chaque fois, c'est ça? Exactement. D'accord. Exactement. Un beau challenge. Ouais, on espère pouvoir le relever. J'espère. Après, moi, j'aime bien mettre des challenges hauts pour justement se donner à fond tous les jours parce que quand tu sais que quelque chose est accessible, je trouve que tu ne te donnes pas à 100%. Et puis, tu vois, c'est un peu comme dans le sport, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Mais je trouve ça important de toujours avoir des objectifs, de toujours se stimuler et regarder loin. Parce que si tu regardes trop proche, forcément, tu vas zapper des choses ou tu vas pas être assez ambitieux. Et je trouve que l'ambition, que ce soit dans le pro ou dans le perso, c'est hyper important. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me drive beaucoup, l'ambition. Donc, j'ai envie que mes équipes le soient. Et avec Martin, on est hyper alignés là-dessus. On est assez ambitieux. Ouais, je vois ça. Et en termes de salaire, je sais pas si tu es à l'aise d'en parler. Est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette de salaire? Comment est faite ta rémunération? Est-ce que c'est du fixe plus variable? Et à peu près combien tu arrives à te verser par mois? Alors, nous, on est pour l'instant... en gros, quand tu crées ton entreprise, tu as, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle l'ARS.
Donc du coup, on est toujours... en gros, c'est le chômage pour entrepreneurs, on va se la faire rapide. Donc nous, on est toujours sur le chômage entrepreneur. D'accord. Et on a décidé de ne pas se rémunérer pour pouvoir directement... On pourrait se rémunérer assez aisément, mais on a décidé de ne pas se rémunérer pour pouvoir réinjecter directement dans le marketing, dans les équipes, dans les bureaux, et en fait, avoir une croissance plus rapide au niveau de la société. Là, on s'est dit que septembre-novembre, on allait couper justement l'aide de l'État et se rémunérer nous-mêmes. Ouais. On ne sait pas vraiment encore combien on va se rémunérer. Après, dans l'idéal, on n'a pas envie de redescendre en qualité de vie. Donc, en gros, on veut se verser le salaire qu'on avait avant quand on était en CDI. Donc, je dirais entre 40 et 42 minimum en annuel. D'accord, c'est pas mal. Hein. Carrément. Chacun. Ouais, chacun. Oui, chacun. Parce qu'à deux, ça fait un peu short. Ouais. Mais c'est déjà très bien pour commencer. Sur ta propre boîte, si tu arrives à te dégager ça dès la première année, je trouve ça plutôt sympa. Et puis voilà, je pense qu'on s'en sortira pour vivre assez aisément avec. Ouais, c'est pas mal. Et d'ailleurs, par rapport à ton agence et du coup le chiffre d'affaires que tu arrives à dégager, est-ce que en termes d'évolution, tu te dis, tiens, on va ouvrir notre propre studio, avoir nos propres bureaux. Enfin, il y a des entreprises qui font ça, acheter leur propre bureau, leur propre studio. On y a pensé. Après, aujourd'hui, nous, on est moins sur de la production. On est vraiment, comme je te le disais, plus sur du contenu un petit peu homemade, où c'est le créateur qui va tourner chez lui avec son téléphone, etc. Donc aujourd'hui, on a pris des bureaux. Donc on loue des bureaux en charge. Ça doit être à peu près 1 500 € par mois parce qu'on est une petite structure. Donc du coup, on a des petits bureaux. Donc forcément, une fois qu'on va avoir des plus grosses structures, on va devoir déménager, prendre des plus gros bureaux, et il est possible qu'il y ait au moins une salle de studio dans un de ces bureaux. Mais l'idée, c'était pas d'avoir des studios de production à nous, potentiellement d'en louer ponctuellement, parce que ça nous coûterait moins cher et ça serait beaucoup plus rentable, parce qu'encore une fois, on l'utilise pas au quotidien. Et en fait, le but, quand tu as des vidéos UGC, c'est d'avoir des décors tout le temps différents. Donc, on trouve ça plus sympa, tu vois, de louer un lieu comme ici, au final, pour faire des vidéos. Ça nous arrive ponctuellement de le faire pour certains clients, ou sinon des Airbnb aussi. Quand c'est des vidéos, tu vois, de beauté ou de décoration, c'est plus sympa de louer un Airbnb. Ah ouais, c'est pas mal ça comme idée, j'avais jamais pensé. Ouais, ça coûte moins cher. Et au moins, tu peux avoir plein de lieux différents. Tu peux déjà voir sur les photos, au niveau du mood board aussi du client, s'il veut plutôt un esprit sombre, un esprit éclairé, au niveau des couleurs, etc. Et c'est comme ça, au final, qu'on peut choisir. Ouais, c'est pas mal. Tout à l'heure, on parlait de création de contenu, de réseaux sociaux et tout. Moi, tu sais, j'avais dit que je te suivais déjà depuis un moment sur LinkedIn, c'est là où je t'avais découvert. Et puis après, il y a eu Threads, c'est le réseau social. Et c'est là où je t'ai retrouvé. Et là, tu partageais carrément autre chose. Tu partageais tes routines sport et tout. Et je trouvais ça hyper intéressant. D'ailleurs, sur Threads, tu m'as dit que tu avais arrêté de poster pour l'instant. Je crois que je suis pas la seule. Tu as continué, toi ? Moi, j'ai jamais posté, en fait. Okay. Parce que j'avais commencé. Et puis, je voyais que ça prenait pas. Et puis, je suis déjà sur pas mal de réseaux. Et je me suis dit, bon, je vais garder ça pour plus tard. Mais Moi, j'avais testé. En fait, pour l'histoire, je déteste Twitter. Vraiment, je déteste ce réseau. J'ai jamais vraiment compris la hype, etc. Parce que je trouve que c'est un réseau de haineux. Enfin, j'aime pas trop le concept. Et je me suis dit, bon, Threads, c'est à peu près pareil. Mais vu que c'est le début, regarde quand même ce que ça donne, ça coûte rien. Généralement, tu vois, les créateurs qui sont là aussi au début, si ça marche bien, après, ils auront plus de visibilité. Je me dis, t'as rien à y perdre, essaye 2-3 semaines. Pendant 2-3 semaines, c'était assez marrant, j'aimais bien le concept parce qu'on retournait justement à du texte, à des messages courts. C'était assez intéressant. Puis après, je trouve que en France, on s'est assez lassé. Je sais pas comment ça s'est passé dans les autres pays, mais en tout cas, je vois peu de personnes qui continuent à publier fréquemment sur Threads. J'ai quand même eu un lead sur Threads. J'ai pas trop compris d'où il sortait, mais j'ai eu un lead sur Threads. Mais pourtant, je parlais pas du tout du GC. Je parlais vraiment que de sport. Et en fait, j'adore le sport. Ça fait vraiment partie de ma vie, une partie intégrante de ma vie. Et c'est vrai que j'en parle peu sur mes autres réseaux. J'en parle pas sur LinkedIn parce que ça n'a pas trop non plus sa place. C'est pas trop la place, C'est ça. Puis maintenant que j'ai créé une communauté, entre guillemets, autour de la création de contenu, autour des réseaux sociaux, de l'influence, de l'UGC, etc., c'est moins en lien avec le sport. Sur Insta, je suis pas vraiment active, à part en story, où là, je poste justement généralement ce que je mange et mon sport et ce que je fais au niveau du travail. Donc je me suis dit, Threads, c'est un nouveau réseau. Je peux avoir un peu carte blanche, donc pourquoi pas parler de sport. J'ai commencé à partager un peu mes routines sport, notamment la course à pied, un peu la natation et le vélo. Et puis petit à petit, ça m'a plu de partager tout ça. J'ai vu qu'il y avait une grosse communauté sport sur Threads. Et du coup, j'ai continué. Mais après, au bout de, je pense, 1 mois, 2 mois, j'en ai eu marre. J'ai fait un bad buzz aussi. J'ai fait un bad buzz sur Threads. Alors, en gros, c'était une photo après le sport. C'était à Noël.
Je crois que c'était le 25 décembre, un truc comme ça. Et il faisait froid dehors, j'avais un t-shirt et on voyait un téton qui pointait. D'accord. Et du coup, je me suis pris une rafale sur Threads. Je sais plus combien j'avais eu de commentaires, mais c'était un truc assez énorme comparé au nombre d'utilisateurs français. Et du coup, je me dis, ah ouais, mais je me suis retrouvée dans une sauce pour ça. J'avais pas trop compris. Et puis, ouais, les messages, ils étaient assez violents. Et après, je me suis dit, à partir de là, ouais, bon, c'est un peu comme Twitter, c'est pas mon délire. Ouais, et pourtant, sur Threads, arrêté. les gens, je trouvais, ils étaient assez sympas, good vibes, tu vois. Ouais, jusqu'à ce que tu te retrouves dans la sauce. Ouais. Mais du coup, toi, par rapport aux réseaux sociaux, toi, tu as commencé sur LinkedIn, c'est ça? J'ai commencé sur LinkedIn et j'ai que LinkedIn. T'as que LinkedIn. Ouais, j'ai vu, que t'as LinkedIn. 32 000 abonnés. C'est bien. Ah bah voilà, 32 000, alors Ouais. j'en ai 32 000. Mais ouais, non, c'est plutôt pas mal. Je voulais aussi me lancer sur Insta, TikTok, mais en réalité, je pense qu'il faut aussi choisir ses priorités. J'arrive pas à être partout. Malheureusement, j'aimerais bien pouvoir être partout. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je ferme pas la porte quand même parce que je trouve que c'est des réseaux qui sont hyper intéressants à exploiter. Surtout que nous, on a sorti aussi une formation, donc la Cosmi Academy, pour aider les créateurs à justement créer du contenu et à monétiser leurs vidéos. Et je pense que ma cible, elle est plutôt sur Insta et TikTok pour l'académie en tout cas. Et par rapport aux réseaux sociaux, si jamais tu devais, toi, recommencer de zéro, tous les réseaux, tu choisirais lequel et pourquoi? Moi, je choisirais LinkedIn parce que c'est plus mes codes où tu peux un petit peu écrire, raconter, où tu peux faire des carousels, apporter une expertise, le côté un peu pro. Donc, je continuerai sur LinkedIn. Et je pense que j'essaierai de publier plus fréquemment qu'avant parce que quand moi j'ai commencé, je publiais une fois toutes les 2-3 semaines, etc. Sauf que si tu veux qu'on se rappelle de toi, il faut quand même une récurrence. Il faut qu'on te voit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans le feed. Chose que je n'ai pas forcément fait au début. Si je devais le refaire, je referais plutôt des posts assez récurrents, 2, 3, 4, 5 fois par semaine s'il faut, avec full expertise et conseils. Comment est-ce que tu expliquerais cet engouement qu'il y a eu autour de toi? Parce qu'il y a 4 ans, du coup, tu étais inconnu, maintenant 32 000 abonnés. Comment tu expliques que tu es... Moi, je reste toujours inconnue. Hein. Non, mais quand même, sur LinkedIn, tu es une des références. En fait, c'est pas que LinkedIn, parce que j'étais pas que sur LinkedIn. Je faisais un webinar par mois aussi, donc les gens, en fait, on prennent l'habitude de te voir sous plusieurs formats. Ouais. Ils me lisaient sur LinkedIn, ils m'écoutaient en live. Après, j'ai sorti un podcast, donc ils écoutaient mes podcasts aussi. J'avais une newsletter. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées, dis donc. Ouais. J'avais une newsletter, du coup, ils lisaient ma newsletter dans leur boîte mail. Donc en fait, il y avait cette récurrence, encore une fois, du contenu. Donc je pense que au final, quand ils pensaient un petit peu social media, ils pensaient à moi. Il y a d'autres créateurs qui sont tout aussi légitimes sur ce sujet. Et puis après, je pense que c'est aussi un peu... Il y a un petit facteur chance aussi. J'étais au bon moment, au bon endroit. Ouais, c'est vrai que pour LinkedIn, il y en a beaucoup des créateurs qui ont explosé avec le Covid, enfin l'année 2020-2021. C'est ça. C'était vraiment Parce révélateur. qu'il y avait pour beaucoup peu de monde. Ouais. Il y avait peu de monde, donc forcément, là, tu vois, il y a beaucoup plus de créateurs, donc c'est un peu plus dur, on va dire, de faire sa place. Mais moi, quand j'ai commencé, il y avait très peu de personnes qui postaient. Enfin, je prends encore Caroline Mignot en référence, mais moi, je voyais pratiquement qu'elle. Il y avait pas grand monde qui parlait de marketing. Et petit à petit, tu vois, les créateurs se sont mis à parler de marketing. Et moi, dans mon ancienne équipe aussi, j'essayais de montrer, parce que je m'occupais, j'étais head of marketing, donc je m'occupais de toute la partie marketing. J'avais une team de 3-4 personnes. Et du coup, j'essayais de leur montrer aussi l'importance de LinkedIn. Donc, notamment à Irina. Je sais pas si tu connais Irina de Marchelier. En fait, on l'avait contactée. Okay. Et puis, elle m'avait dit qu'elle n'était pas dispo. Elle nous a dit, contacte Manon. Ah bah, et trop après, bien. on s'est dit, ah ouais, mais on avait complètement zappé. Bah, trop bien. Bah, Irina, par exemple, je l'ai aidée un petit peu aussi à monter son LinkedIn. Et aujourd'hui, elle est complètement faite pour ça. Elle cartonne, elle a des stats de malade, elle donne des conseils. Et tu vois, c'est du contenu qu'on retrouve pas forcément chez les autres créateurs. Elle est toujours hyper originale dans son point de vue au niveau des publications, etc. Aujourd'hui, elle peut en vivre aussi de l'influence LinkedIn. Donc, c'est hyper cool. Enfin, il y a plein d'opportunités. Donc, que ce soit quand tu montes ta boîte, quand tu es en indé, ou même juste simplement pour créer du contenu et créer une communauté, LinkedIn, c'est un réseau qui est hyper intéressant à exploiter. Je trouve ça hyper intéressant que justement, les jeunes, c'est très boumeuse de dire ça. Ouais, j'ai 24 ans, ça va. Mais non, je trouve ça bien que les personnes qui rentrent, en tout cas, sur le milieu de l'emploi, aient cette notion que LinkedIn peut apporter de belles opportunités. Et c'est bien tout ça. La question que je voulais te poser, c'était comment est-ce que toi, tu arrives à gérer ta vie d'entrepreneuse, de sportive et de créatrice de contenu? Parce que tu as 3 casquettes au final. C'est pas facile tous les jours, mais je suis un peu maniaque de l'organisation.
Donc, en gros, je vais utiliser plusieurs méthodes d'organisation. Par exemple, je vais faire beaucoup de batching. Donc, j'ai des journées où je fais que du marketing. J'ai des journées où je fais que des scripts, des journées où je fais que des tournages, des journées où je vais faire que des calls clients. Enfin, en gros, j'essaye vraiment de répartir par catégorie mes tâches pour que mon cerveau soit concentré sur une seule et même tâche en même temps et qu'il évite de se disperser. Parce que quand tu vas passer d'une tâche, par exemple, une tâche de rédaction à une tâche, on va dire un tournage, c'est 2 efforts qui sont complètement différents pour le cerveau. Donc forcément, il y a un temps d'adaptation et un temps où tu vas te déconcentrer, etc. Donc pour éviter tout ça et un petit peu optimiser le temps qu'on a dans une journée, moi j'essaye vraiment de batcher et de faire ce qu'on appelle le time blocking. Donc de me bloquer, par exemple, si je sais qu'une tâche doit durer 2 heures, elle durera 2 heures. Et j'essaye en fait de timer mes tâches et de bien lister, parce que souvent l'erreur qu'on fait quand on fait une tâche, c'est qu'on sous-estime le temps que ça va prendre ou les sous-tâches, les tâches un peu sous-jacentes, on va dire, de cette tâche-là. Et comment du coup tu fais pour dire tiens, cette tâche-là elle dure 2 heures et je m'y mets que 2 heures, et si jamais t'as pas fini, tu fais comment Alors c'est un apprentissage. Au début, tu vas te foirer. Le but, c'est de se chronométrer, de voir si on n'a rien oublié. Et en fait, quand tu fais... après, je t'ai dit, je suis un peu une maniaque de l'organisation. Mais tous les soirs, je revois mon emploi du temps du lendemain. Et toutes les semaines, le dimanche, je fais mon emploi du temps de la semaine où je mets mes séances de sport, mes temps de vie perso et mes temps de travail. Et en gros, dans cet emploi du temps, je vais mettre par exemple les scripts. Je sais que j'ai 10 scripts à écrire. Je me suis chronométrée. Je sais combien de temps me prend un script. Je me mets une marge d'erreur et du coup je sais que 10 scripts me prennent X heures et du coup dans mon agenda je vais me mettre un time blocking de X heures pour les scripts. Donc après si jamais j'ai pas eu le temps parce que ça arrive, tu vois, parfois il y a des aléas, je le prends en note pour justement la semaine d'après et je me dirais attention, la dernière fois tu t'étais mis 2 heures mais t'as pris 2 heures et demie, donc là soit tu essayes de couper la tâche en deux, soit tu mets plus de temps. Et en fait je fais tout mon emploi du temps professionnel autour de mon emploi du temps personnel parce que c'est ce qui me prend entre guillemets moins de temps. Donc, en gros, je structure mon agenda en fonction de mes séances de sport. Donc, par exemple, si je sais que le lundi, j'ai une séance de running à 20h, je sais que j'ai tout le reste de la journée pour pour travailler. Si par contre, je sais que le mardi, j'ai une séance natation de 8h à 9h, je sais que je vais pas être opérationnelle à 9h30, que le temps que je rentre chez moi, que je me lave les cheveux, etc. Donc, je vais commencer ma journée à 10h, 10h30. Donc, en gros, c'est toute une organisation et une adaptation. Moi, j'utilise beaucoup l'agenda Google ou l'agenda Notion pour justement bien structurer. Je mets des couleurs sur chacune des tâches. Enfin bref, je t'ai dit une psychopathe de l'organisation. Et du coup, tu bosses à peu près combien de temps par semaine? Parce que tu dois avoir un agenda hyper chargé. Ouais, y a un agenda qui est plutôt chargé. Après, je dirais que ça reste des horaires classiques de bureau. On va dire 8h30, 18h30, 19h quand on tire un peu. Donc ça reste quand même plutôt classique. Mais en fait, c'est plus au niveau de la charge mentale, au niveau de... En fait, ton cerveau, il cogite tout le temps. Ouais, c'est ça. Tu vois, il pense, je suis en train de faire du vélo, je vais directement penser à un projet pour un client. Du coup, je prends mon téléphone, je le note. Je suis sous la douche, je pense à un truc, je le note. En fait, t'es tout le temps on, t'as jamais de moment où tu coupes réellement. Après, c'est un choix aussi de ma part, c'est parce que j'aime ce que je fais et c'est parce que j'ai pas envie de couper et parce que je sais qu'il y a un lien qui est hyper important entre ma vie perso et ma vie pro. Et tu vois, il y a des gens qui essayent de dissocier justement leur vie perso et leur vie pro. Moi, j'essaye pas du tout de la dissocier. J'essaye juste que ça s'embrique bien l'un dans l'autre et que j'ai un petit peu de temps pour tout et qu'en fait, il y a un épanouissement qui est autant dans la vie pro que perso, parce que si ça va mal dans ma vie perso, ça ira mal dans ma vie pro et inversement, parce que j'arrive... Enfin, en fait, vu que je me donne à 100% dans les deux, c'est difficile de dissocier, de couper, de se dire à 18h30, quand tu rentres chez toi, il n'y a plus de boulot et t'es chez toi, quoi. Et tu dirais que le sport, ça t'apporte beaucoup en tant qu'entrepreneuse? Ah, complètement. C'est vraiment... c'est indispensable, que ce soit pour Martin ou pour moi. Martin aussi, il fait pas mal... Lui, il est sur le CrossFit. Du coup, il fait tous les jours, sauf le samedi et dimanche, du CrossFit. Donc, c'est important, tu vois, pour pouvoir s'évader aussi. Moi, je fais plusieurs sports. Du coup, course à pied, vélo, natation et un peu de renforcement musculaire. Donc, c'est aussi hyper important parce que, comme je te le disais, on est des personnes, que ce soit Martin ou moi, hyper ambitieuses. Donc, le sport, ça permet de se mettre des objectifs. Ça permet aussi d'apprendre beaucoup sur soi, au niveau de la résilience, au niveau de tes capacités, du dépassement de soi, de se mettre des challenges, des objectifs. C'est pour ça que j'essaye aussi de faire pas mal de compétition entre guillemets pour me mettre justement au défi, me sortir de ma zone de confort. C'est hyper important parce que pour moi la vie c'est justement apprendre et en apprendre notamment sur soi, et avec le sport mais t'en apprends tellement plus sur toi que sur d'autres domaines. Le partage est hyper important parce que
tu vas faire du sport. Moi, c'est que des sports individuels que je fais, mais des sports aussi qui se partagent. Parce que le vélo, généralement, c'est individuel, tu es seul sur ton vélo, mais tu sors avec un groupe. Pareil, la course à pied, tu es seul avec tes jambes, mais tu vas courir avec des personnes. Donc moi, j'aime bien les sports individuels en termes de compétences, en termes de dépassement de soi, mais tout en pouvant le partager avec d'autres personnes. Et ça permet aussi, encore une fois, de s'évader. Quand tu vas sortir, courir, tu essayes de plus penser justement à ta journée, ou au contraire, tu fais un peu le bilan de ta journée parce que c'est du temps pour toi. Et puis voilà, moi, c'est complètement De toute indispensable. façon, quand tu es dans une séance de course à pied, c'est difficile de penser au boulot en même temps que de penser à son rythme, à la fatigue, etc. Tu vois. Alors moi, ça m'arrive. Moi, ça m'arrive très souvent. J'essaie justement de faire le bilan de ma journée et de me dire, bon, là, t'as 1 heure pour toi, t'as rien d'autre à faire à part écouter ta musique, donc essaye de te remémorer tout ce qui s'est passé aujourd'hui, de reclassifier un petit peu Même tout pendant ce une qui s'est séance passé. cardio, tu y arrives? Alors, pas pendant les séances fractionnées, parce que les Ouais. séances fractionnées, forcément, tu dois être focus sur le temps, sur le rythme, etc., sur l'allure. Mais les séances footing, quand t'es en endurance fondamentale, généralement, bon, tu te Ah oui, là, promènes t'es un peu dans le tranquille, bois, ouais. t'es tranquille, tu peux un peu réfléchir en même temps, quoi. Et du coup, des séances de sport, t'en fais combien à peu près par semaine? J'en fais tous les jours et il y a parfois des jours où je fais double séance. Ah ouais. Ça dépend en fait des entraînements parce que là je te disais j'ai fini le marathon et là je me réentraîne pour un deuxième triathlon et du coup pour le triathlon vu que tu as 3 disciplines, enfin c'est une seule discipline mais il y a 3 sports dans cette discipline, du coup tu as la course à pied, le vélo, enfin natation, vélo, course à pied et ça demande forcément de pratiquer ces sports avec un certain volume par semaine. Donc généralement je fais 2 à 3 séances de natation, 3 à 4 séances de course à pied et 2 sorties vélo. Mais à ça, il faut faire du renforcement musculaire si tu veux pas te blesser. Donc, je mets 2 séances de renforcement musculaire par semaine. Et il n'y a pas des jours où tu te dis, t'as trop forcé sur le sport et du coup, t'es fatigué? Parce que moi, tu vois, ça m'arrive. Des fois, je fais une grosse séance. Moi, je fais plutôt de la course à pied. Ouais. Et des fois, je fais une sortie de 45 minutes, 1 heure, tu vois. Et après, le lendemain, je suis fatigué, tu vois. Du coup, c'est quoi ton secret pour continuer à en faire tous les jours, faire autant de sport et de toujours être performante au travail, quoi? Ça va te paraître bizarre, mais moi, je suis fatiguée quand j'en fais pas. En fait, quand j'en d'accord. fais pas, j'ai l'impression, tu vois, que mes journées, elle est pas accomplie et qu'il me manque quelque chose, qu'il y a un truc que j'ai pas coché dans ma to-do list. Donc, ouais, non, pour moi, ça fait partie de mes piliers. Après, forcément, il y a des semaines qui sont plus intenses quand tu commences à remonter en volume et que là, par exemple, pour l'entraînement marathon, il y a une semaine, j'ai fait entre 60 et 70 km à la semaine. Là, je peux te dire que franchement, j'étais un petit peu KO. Mais après, tu adaptes. C'est ça aussi qui est cool quand tu es entrepreneur, c'est que tu peux adapter. Si par exemple, je me sens fatiguée, tant pis, je me lève un petit peu plus tard et je me coucherai un petit peu plus tard. Enfin, c'est ça qui est cool aussi dans le fait d'entreprendre, c'est que tu peux... après, ça dépend de chacun, hein, mais moi, en tout cas, mon agenda, il est quand même assez flexible. Et tu bosses le week-end ou pas du tout? Oui. Si? Ouais. Le soir aussi, des fois? Ouais, le soir, j'essaye d'éviter quand même parce que justement, je rentre vers, on va dire, 19h30 chez moi. Je fais en général ma séance de sport vers 20h, 21h. Après, je mange, après, il est tard, donc j'essaye de me coucher assez tôt parce que j'ai aussi un objectif de sommeil. En gros, j'essaye d'avoir j'ai vu ça. C'est vrai. Ouais, j'ai vu. Je vais passer pour une grande psychopathe, mais en gros, j'essaye d'avoir un sommeil hyper réparateur et d'avoir le bon nombre de sommeil. Et en fait, je mets plus du tout de réveil. Donc le matin, quand je me réveille, c'est parce que je suis plus fatiguée. Donc là, ça fait, je crois, 3-4 mois que j'ai pas mis de réveil. À part tu quand j'ai vois un vraiment train. la différence Ouais, en je adoptant cette suis routine? pas fatiguée. D'accord. Il y avait des matins avant, quand je me levais, justement, que j'étais en CDI, tu sais, qu'il fallait respecter des horaires. Et encore, moi, j'étais dans une start-up où on n'avait pas forcément d'horaire. Mais tu sais, tu te dois un peu d'être au bureau à telle heure, sinon c'est un peu mal vu, etc. Donc, je sais plus, je me levais vers 7h à peu près. Je me levais, je bâillais déjà. Ouais, c'est vrai. Alors que là, je me lève à 7h30 naturellement, mais je bâille pas et je suis en pleine forme. Et, Non, mais tu te couches beaucoup plus tôt. je me couche aussi plus tôt. Et il y a un truc qui a beaucoup changé, c'est que je sors beaucoup moins. C'est-à-dire qu'avant, j'étais quand même une sacrée fêtarde. Ouais. Donc, du coup, je me couchais et j'avais pas forcément un sommeil réparateur parce que la veille, tu fumes, tu bois, etc. Là, le fait de faire des séances de sport aussi, t'es claqué, donc tu dors bien. Donc, ouais, en fait, c'est tout un changement d'hygiène de vie aussi qui m'a permis d'avoir un meilleur sommeil et d'être moins fatiguée au quotidien. Après, je prends aussi des compléments alimentaires. Je sais pas si c'est placebo ou si ça aide vraiment, mais quelques vitamines, des minéraux aussi. Et puis voilà. Ok, bon, c'est super intéressant. Moi, je fais un peu de sport, mais je fais pas à ton niveau, tu vois, mais c'est vraiment... Moi, ça m'aide à vraiment me reconcentrer. Quand tu as des semaines qui sont hyper chargées, hyper stressantes, tu fais un peu de sport et après, tout revient, tu vois. Le lendemain, tu es là, tu es frais et tu te dis, ok, je peux y aller. Ouais. Alors que si tu fais pas ta séance, en tout cas, moi, c'est le cas, si je la fais pas, je me dis, non, ça va pas. Et des fois, je doute de moi, tu vois, parce que justement, en fait, il y a tout le négatif que tu accumules des semaines d'avant, enfin, des jours, des semaines d'avant. Et avec la séance de sport, tu es là et tu dis, bon, c'est bon, on y va et puis on fonce.
Et voilà, tout va bien Ouais, se je suis passer. d'accord avec toi. C'est ce que je me dis en tout cas. Et ce qui est intéressant aussi dans le sport, c'est que tu vois, parfois, tu as des séances où tes jambes, elles sont pas là, tu as un mental un peu de chips, enfin, t'es pas très fort. Et tu te dis, bon, au final, avec du recul, tu te dis que toutes tes capacités sportives ne sont pas le résultat d'une seule séance et qu'en fait, c'est cet effet un petit peu cumulé de faire des séances jour après jour qui font que tu vas devenir une personne forte ou que tu vas justement être une personne endurante. Et je trouve que c'est bien parce que ça apprend quelque chose dans le travail aussi où tu as le droit de faire des erreurs et c'est pas parce que tu passes une mauvaise journée, que tu rates un deal, que tu foires une campagne ou autre que tu es une personne qui n'a pas d'expertise ou qui n'est pas bonne dans ce qu'elle fait. Et ça, je trouve que le sport, en tout cas, moi, ça me l'a beaucoup appris, je sais pas toi, mais d'avoir justement cette résilience et ce fait de pouvoir rebondir malgré parfois des échecs ou des moments où tu es un peu moins fort. Je te le disais, tu vois, le marathon, j'avais un objectif, j'ai pas du tout réussi mon objectif. Quand j'ai terminé le marathon, j'étais pas du tout satisfaite de moi alors que j'avais jamais couru autant, tu vois, j'avais jamais couru 42 km, alors qu'il y a un an, je savais même pas combien c'était de kilomètres un marathon. Et je me disais, mais c'est impossible, il y a que des athlètes de haut niveau qui peuvent courir un marathon, alors que pas du tout, au final, ça reste quand même un sport accessible. Et au final, j'ai terminé cette course et je me suis dit, mais en fait, t'es nul, t'as pas réussi ton objectif. Et avec un peu de recul, donc quelques jours plus tard, j'ai commencé à me dire non, mais en fait, non, t'es pas nul. L'objectif, déjà, tu l'as un petit peu sorti au doigt mouillé. Qui t'a dit que tu devais faire 4 heures au marathon ? Enfin, tu vois, c'était vraiment un objectif que j'avais fait à la louche. J'avais des capacités physiques ce jour-là qui étaient pas les mêmes que d'habitude. Donc, en fait, il y a plein de petits critères, dont des critères extérieurs que toi, tu ne peux pas contrôler, qui viennent. Et c'est pas pour autant que t'es mauvais, que t'es pas bon, que voilà. Ouais, c'est ça, souvent. J'ai vu pas mal de posts sur les gens qui font du sport. Souvent, on se dit, on est nul, tu vois. Alors que les gens, quand ils nous regardent, ils voient que tu fais beaucoup de sport, ils se disent, ah, mais moi, j'aimerais bien faire autant de sport que toi. C'est ce que les gens se disent, tu vois. Alors que nous, intérieurement, on se dit, ah non, là, cette séance-là, j'ai pas été aussi bon, j'ai pas réussi à tenir le rythme, j'ai pas réussi à courir autant. Alors qu'en fait, il faut juste se dire, j'ai fait mon maximum et puis voilà. Mais c'est un truc on me dit beaucoup, ouais, comment t'arrives justement à faire autant de séances, etc. Après, moi, encore une fois, c'est arrivé crescendo. C'est pas du jour au lendemain. J'ai fait 8 à 9 séances de sport par semaine. En gros, j'ai commencé avec la course à pied. Il y a 1 an et demi, je faisais pratiquement pas de sport. J'allais juste à la salle de temps en temps faire du renforcement musculaire. Après, j'ai commencé à intégrer justement la course à pied. Puis après la course à pied, je me dis, oh tiens, le vélo, c'est pas mal. Puis après, je me suis inscrite avec des amis à un triathlon. J'avais jamais fait de natation. Du coup, j'étais obligée, tu vois, d'intégrer la natation. Donc, tu vois, petit à petit, tu rajoutes. Et il faut aussi accepter d'aller à son niveau. Ce qui est hyper dur, je trouve, avec les réseaux sociaux, c'est qu'on se compare tout le temps aux autres personnes. Et moi, la première, dès que je vois quelqu'un courir son footing en 4,50, je me dis, ok, moi, c'est mon allure où je suis en fractionné, tu vois, 4,50. Mais c'est pas grave, parce que derrière, le mec, si ça se trouve, il a 10 ans d'entraînement, je sais pas. Si ça se trouve, il a une hygiène de vie qui n'est pas du tout la même que moi. Donc, il faut pas se comparer à ce qu'on peut voir des autres, parce que généralement, on montre, encore une fois, que ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit dans le business ou dans le sport, il faut éviter à tout prix de se comparer, en tout cas, aux choses qui ne sont pas forcément comparables. Et d'ailleurs, moi, j'ai remarqué un truc, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais avant, quand je créais pas de contenu, je regardais beaucoup ce que faisaient les autres et je me disais, ah ouais, cette personne-là, elle a l'air de bien réussir, etc. Et je comparais beaucoup avec les autres. Et maintenant que je crée du contenu, en fait, je regarde beaucoup moins les réseaux sociaux, je me compare plus, je regarde quasiment plus les réseaux sociaux. Et je sais pas, toi, t'es dans ce cas-là ou pas ? Alors, sur LinkedIn... Que plus tu crées, moins tu regardes. Alors, moi, je consomme beaucoup de contenu, mais principalement des contenus YouTube, etc. C'est une plateforme que j'adore depuis très longtemps. J'aime beaucoup les contenus longs, les contenus où tu peux apprendre des choses. Du coup, je regarde plus YouTube. TikTok, j'avoue, je passe pas trop de temps dessus. Instagram, il peut m'arriver de me perdre un peu sur les Reels le soir dans mon lit, mais j'essaye... En vrai, tu regardes mon temps d'écran sur mon téléphone, il est pas si fou que ça, je trouve. Mais ouais, non, je consomme de moins en moins de contenu parce que forcément, t'as toujours... Enfin, moi, maintenant, j'ai toujours ce truc de « Ok, donc là, il a structuré comme ça, là, il l'a fait comme ça, là, il a eu autant de likes. » Et tu sais, tu sors jamais. Et je trouve que les réseaux, il y a quand même beaucoup de belles facettes qui sont... Enfin, les réseaux, c'est vraiment génial. Mais t'as aussi un petit peu ce point négatif où tu te compares et où ça crée de l'anxiété chez les personnes parce que forcément, tu vas avoir les likes, tu vas avoir les commentaires, tu vas avoir la visibilité, tu vas te comparer. Et ça, j'essaye, tu vois, de me sortir un petit peu de ça, sachant que mon travail, moi, est sur les réseaux sociaux, que je passe mes journées, justement, à faire des contenus qui sont censés être performants pour mes clients. Donc, d'un point de vue perso, j'ai plus envie de regarder du contenu. Ouais, c'est ça.
Parce que sinon, après, tu es là, tu notes, ah, cette vidéo, le hook, il est sympa, je vais le prendre. Là, cet angle, il est bien, je vais Il y a le un noter, moment etc. où je commençais à rêver, vraiment, mes rêves étaient Mm. structurés comme une vidéo. Mm. C'est-à-dire que j'avais un hook, j'avais une intro, j'avais un CTA et tout, et je me dis, ah ouais, non mais là c'est trop. là, repose-toi, va lire un livre, tu vois. J'essaye justement de plus me recentrer sur lire des livres, prendre des temps un petit peu plus off, aller me balader ou faire du sport, même sans écouteurs, sans musique. J'essaye maintenant juste de me reconnecter un petit peu avec le moment présent, parce que moi, c'est un truc que j'arrive pas du tout à faire de base. En fait, je suis quelqu'un d'hyper insatisfaite et qui en veut toujours plus. Donc ça peut sembler être bien, mais en vrai, au quotidien, c'est chiant, honnêtement, parce que t'es jamais satisfait de toi-même, tu veux toujours plus. Dès que tu dépasses un palier de chiffre d'affaires, t'en veux un autre. Dès que tu dépasses un chrono dans un sport, t'en veux un autre. Donc t'es jamais vraiment content de toi-même. Et en fait, je me suis dit, à un moment donné, il faut aussi savoir se satisfaire de ce qu'on a et essayer d'être heureux avec ce qu'on a, parce que c'est quand même assez important. Donc plus prendre du temps et accepter le temps présent, et accepter, en tout cas, apprécier le temps présent. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, comme tu dis, dès que tu atteins un palier, tu veux tout de suite le suivant, et tu t'attends en fait à ce que le palier que tu as atteint, ce soit toujours la norme, tu vois. C'est ça. Et après, tu veux encore plus, et après, c'est une course sans fin. Et là, en fait, moi, je suis en plein dedans, parce que, tu vois, quand j'ai commencé, au début, moi, je faisais de la création de contenu pour le fun, et après, du coup, j'ai essayé d'en vivre, Après, j'ai vendu stats, une formation. Après, je me suis dit, tiens, il fallait que j'arrive à me payer tant pour être content. Après, j'y arrive maintenant. Après, je me suis dit, tiens, un tel chiffre d'affaires, je vais l'atteindre, ça va être cool. Et au final, j'en veux toujours plus. T'es jamais satisfait. Ouais, et en fait, tu prends même pas le temps de te dire, ok, ouais. ce que j'ai fait, c'est quand même cool. Et ce que j'ai fait il y a un an, je pensais même pas que c'était possible. Ouais, tu vois, t'arrives pas à avoir ce recul-là. Et en vrai, c'est dommage, parce que du coup, on passe sûrement à côté de bons moments, parce que c'est quand même cool de pouvoir être satisfait de soi. Et surtout quand tu travailles en équipe aussi, ça, je m'en suis rendu compte. Parce que maintenant qu'on travaille avec des personnes, c'est important aussi pour les personnes de l'équipe de montrer qu'on est fiers d'elles, de montrer que, oui, on a réussi tel objectif. Donc c'est cool, ok, on va continuer, on va faire encore mieux, mais là, ce qu'on a fait, c'est cool, et c'est un travail d'équipe. Et ça, Martin me l'apprend beaucoup, parce qu'il a des notions aussi en management qui sont mieux que les miennes, très honnêtement, en toute transparence. Et du coup, parfois, il me dit, mais pose-toi, arrête de penser à l'objectif du mois suivant, parce que là, on vient juste de réussir cet objectif-là. Donc viens, on est content, viens, on se fait un resto d'équipe où on félicite tout le monde, etc. Et parfois, je me dis, ah ouais, mais il a pas tort, parce que c'est comme ça aussi dans la durée. Si tu veux performer dans la durée, il faut justement avoir des quick wins, et il faut pouvoir un peu les célébrer. Sinon, tu vas t'épuiser, quoi, à force. Exactement. Et sinon, là, on a bientôt fini notre épisode. J'avais une dernière question. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui aimeraient se lancer dans la création UGC ? Dans la création UGC, ouais, tout à fait. Déjà, je pense que pour bien performer dans la création UGC, il faut aimer faire du contenu. Il ne faut pas le faire pour l'argent. Parce que les créateurs UGC qui le font pour l'argent, généralement, ils vont le faire un mois ou deux, et ça va les lasser. La création de contenu, c'est un métier un petit peu d'artiste au final. Donc, les métiers passion, il faut pouvoir justement, au-delà d'en vivre, il faut pouvoir se réveiller tous les jours et se dire j'ai envie de faire ça, c'est ça, la passion. Il faut s'exercer, il faut beaucoup s'exercer, parce qu'avant de faire des belles vidéos, forcément tu vas passer par des vidéos qui sont pas dingues. Du coup, prendre des produits qu'on a chez soi, que ce soit de la décoration, de la skincare, des applications qu'on a sur son téléphone, et s'entraîner à faire des vidéos comme si c'était des vidéos UGC qu'on vendait à une marque. Et au moins, ça va permettre justement de pouvoir se créer un portfolio. Une fois qu'on a un portfolio, se référencer auprès de plateformes et d'agences. Donc, agences, il y a plein d'autres agences, mais elles ont toutes à peu près des clubs, comme nous, on a le Cosmic Club, donc se référencer. Et comme ça, vous allez pouvoir justement recevoir des briefs de la part de marques, des demandes de la part de marques, de l'inbound aussi, si jamais vous avez des réseaux sociaux. Par exemple, je sais qu'il y en a qui mettent sur Instagram et TikTok créateurs UGC dans leur biographie. Comme ça, ils montent en référencement quand certaines marques les recherchent sur les réseaux. Donc ça peut être intéressant. Après, il y a des formations aussi. Nous, on a lancé notre formation, la Cosmi Academy. Donc si jamais il y a des personnes qui veulent investir pour pouvoir après monétiser leurs vidéos derrière, nous, c'est une formation qu'on a voulu rendre accessible. Elle est à 390 € et elle t'apporte vraiment tous les codes pour exceller dans la création de contenu. On a fait appel en gros aux meilleurs experts du secteur. On a pris un avocat, un comptable, un créateur de contenu, un monteur vidéo. J'interviens aussi sur la partie un petit peu plus mindset, structuration de l'entreprise, etc. Et en fait, c'est que des cours vidéo. Tu vas avoir 6 modules. Dans ces 6 modules, tu vas avoir à peu près
2-3 heures de vidéo. Au total, je pense qu'il y a... Non, il y a peut-être un peu plus. Je crois qu'au total, on a 8 heures de vidéo. Tu as aussi un workbook qui va t'aider justement à construire ton portfolio, à déclarer ta micro-entreprise, à créer tes factures, à démarcher des clients. On a même mis, tu vois, des templates pour démarcher les clients. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de contenu et d'expertise, si jamais il y en a qui veulent se lancer dans la création UGC. Merci pour cet épisode. Ça m'a fait plaisir de t'accueillir. En tout cas, j'espère que cet épisode il vous a plu, que vous allez pouvoir retrouver Manon, que ce soit pour de la formation UGC, pour faire appel à elle en création de contenu via son agence UGC. Je vous mettrai tous ces liens sur la description. Vous aurez juste à cliquer, vous pourrez la contacter plus tard. Et puis si jamais vous voulez faire décoller votre productivité sur Excel, je vous mets le lien de mon e-book. Vous pourrez le télécharger. Il y a toutes mes astuces pour devenir un pro d'Excel gratuitement. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Salut!